Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sous cette verrière magnifique. C'est la 17e conférence du festival Building Beyond et donc de plus en plus j'ai besoin de savoir qui dans cette salle m'a déjà entendu faire le zouave au moins 2 ou 3 fois. N'hésitez pas à lever la main. Oui Christian, mais Christian tu triches parce que tu es résident ici. Bon alors donc pour les autres ça va, le public est assez renouvelé. Donc je vais vous demander de faire un tout petit exercice pour vous détendre. Je vais vous demander de regarder vers le ciel. Voilà. Et ce qui va vous permettre d'apprécier les conditions dans lesquelles j'ai le plaisir de vous accueillir ici ce soir à Léonard Paris. Vous êtes dans un lieu que moi je considère comme absolument magique. Depuis qu'on s'y est installé il y a presque un mois, on découvre tous les jours à quel point on a de la chance d'être ici. Nos stagiaires découvrent eux aussi, lorsqu'ils font leur premier stage, surtout à quel point c'est agréable de travailler dans une entreprise. Alors on doit leur expliquer que ce ne sera pas forcément comme ça sur les stages suivants, que ce n'est pas forcément le standard de la vraie vie, mais en tout cas ils en profitent et c'est bien. Et je voudrais vous accueillir au nom de tout le groupe Vinci, puisque vous êtes dans ce qu'on appelle parfois notre maison commune, c'est-à-dire dans ce lieu qui est le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures, tel qu'il a été voulu par le groupe Vinci. Quand on parle d'ouverture, je pense que la configuration des lieux exprime ce que je veux vous dire, donc ce ne sera pas nécessaire de l'expliquer plus. On se veut ouvert sur le monde, sur nos écosystèmes, sur nos partenaires. C'est pour ça que le festival Building Beyond qu'on a mis sur pied juste après l'inauguration officielle est ouvert au public. C'est pour ça qu'il est gratuit, c'est pour ça qu'il réunit le plus de gens possible. Et vous trouverez ici, dans ces lieux en résidence, les 4 composantes du groupe Vinci qui s'intéressent à l'avenir, sous un angle très théorique, très politique, très sociétal, dans le cadre de la Fabrique de la Cité, qui est notre think tank des transformations urbaines, des transitions urbaines, et qui est actuellement en train de faire son festival à Vienne. Un volet plus R&D avec la chaire d'éco-conception, qui est ce soir le curateur de cet événement, puisque nous avons un partenariat avec 3 écoles du groupe ParisTech pour faire de la recherche au sens large sur les matériaux et sur leur emploi à des fins écologiques. Et je pense que la conférence de ce soir va vous montrer à quel point c'est un enjeu fondamental, peut-être même un enjeu de survie. Vous avez Léonard, que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, et qui s'intéresse aux aspects business et donc à la question des futurs métiers, des futurs marchés du groupe Vinci, en faisant notamment de la prospective sur différents sujets. Et puis, vous avez, parce que la ville ne serait pas la ville sans cette dimension fondamentale que sont les liens entre ceux qui y habitent, ceux qui y font société, vous avez la Fondation Vinci pour la Cité, qui, elle, s'occupe d'insertion, de réinsertion, de maintien du lien social. Et je crois qu'on est le seul groupe du CAC 40 à réunir dans un même lieu, d'une telle manière, toutes ces composantes du regard sur l'avenir. Donc nous ne sommes pas, pour que les choses soient très claires, nous ne sommes pas un énième incubateur de start-up dans Paris. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas compris à l'issue de ce speech un peu long ce que c'est que Léonard, mais au moins vous aurez compris ce que ça là n'est pas. Alors ce soir, nous sommes donc dans la 17e conférence. C'est la chaire d'éco-conception qui nous a préparé le programme. Ce programme est aussi affolant qu'il est génial, parce qu'il touche à des choses qui sont à la fois extrêmement quotidiennes, et il touche à des choses qui sont au-delà de l'imaginable. Vous avez peut-être vu quelques images de continents qu'on n'avait pas exactement recensés dans nos cartographies. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur du sujet. Et pour animer l'intervention de ce soir et le débat de ce soir, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs intervenants, qui de mieux placé que le spécialiste mondial au sein de la chaire d'éco-conception des questions d'économie circulaire, Élie Ballester, que je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Merci et bienvenue à vous. Merci Philippe. Alors moi je vais juste faire une petite introduction. Donc, je travaille à la délégation développement durable de Vinci, et notamment sur de nombreux sujets liés à l'environnement et l'économie circulaire.
Et aujourd'hui, on voulait organiser un événement autour du plastique, puisque c'est un sujet qui parle à tout le monde. On voit bien que dans l'actualité, il y a de plus en plus d'enjeux, la pollution des océans, etc. Le plastique monte de plus en plus. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a une centaine d'entreprises qui ont pris des engagements volontaires avec l'État pour arriver à recycler 100% de matière plastique d'ici 2025. Pareil, le plan biodiversité du gouvernement qui est sorti il y a quelques temps place pour la première fois avec les enjeux de biodiversité des thèmes autour de l'économie circulaire, que ce soit arrivé à 100% de matière plastique recyclée d'ici 2025, 0 rejet de pollution de plastique dans les océans, etc. Alors là, vous pourrez me dire quel est le lien en fait entre le plastique recyclé et les activités de Vinci et la construction. Je voulais juste vous montrer voilà, ça qu'on m'a fourni aujourd'hui. En fait, c'est un isolant, un nouvel isolant qui est fait à partir de 100% de matière de plastique de bouteilles recyclées. Et il y a peu, Vinci vient de gagner un projet où ils vont décider pour S Métropole Habitat, donc proche de Lyon, de l'appliquer sur un projet de rénovation en site occupé pour près de 900 logements. Alors, ils vont mettre que 12 500 m² de surface. Au total, on arriverait à 41 tonnes de plastique recyclé réutilisé dans le bâtiment. C'est déjà ça. Mais je pense que c'est encore peu face aux enjeux et à l'ampleur des plastiques. Donc voilà, pour en parler et pour animer la suite, je vais donner la parole à Simon Bernard qui va parler de son projet et puis qui va pouvoir introduire les différents participants. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors pour me présenter, moi je suis officier de la marine marchande à la base. Donc j'ai pas trop de lien avec le bâtiment a priori, mais je me suis intéressé à un problème qui est la pollution plastique des océans. Parce que forcément, quand on navigue donc sur des gros navires de commerce et qu'on fait escale un peu dans tous les pays, on se retrouve dans des situations comme ça. Des endroits, moi ce qui m'a marqué c'était à Dakar. On a fait escale dans une des anses les plus polluées de la ville, l'anse de Han, et il y avait du plastique partout. On ne pouvait même pas accéder à la côte. Donc ils avaient construit une sorte de digue et de ponton pour pouvoir accéder à la côte, parce qu'on ne pouvait même pas débarquer par la plage. Et donc ce qui m'a marqué, c'était d'un côté il y avait du plastique, et de l'autre des gens qui cherchaient des petits boulots. Quelqu'un qui est venu me voir pour me demander s'il pouvait faire le plein d'eau douce, d'essence du bateau. Il cherchait vraiment des petits boulots pour survivre. Et c'est là où je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte de rendre accessible tout ce qu'on connaît, tous les systèmes de recyclage qui sont réservés aux industriels chez nous? Est-ce qu'on ne pourrait pas développer des systèmes adaptés aux pays les plus touchés par cette pollution? Et donc c'est comme ça qu'est né un peu Plastic Odyssée. Dans l'idée de travailler déjà sur 3 thématiques. Comment est-ce qu'on recycle le plastique? Donc d'abord, comment est-ce qu'on le trie? On sait aujourd'hui trier les déchets plastiques dans des grands centres de tri avec des chaînes qui coûtent très cher, des capteurs qui marchent par spectroscopie infrarouge. Donc ça, c'était le premier défi. Comment est-ce qu'on arrive à rendre ces systèmes qui coûtent cher accessibles? Donc on travaille aujourd'hui sur un petit capteur qui coûtera moins de 100 € pour trier les déchets plastiques, alors qu'aujourd'hui on est plus dans les 15 000 €. Donc ensuite, le deuxième défi, c'était le recyclage. Donc là, on essaie de développer une sorte de couteau suisse du recyclage, dans lequel on peut mettre des déchets d'un côté et en sortir des matériaux de construction ou des objets qui pourraient directement être vendus localement. Et puis quand on ne peut plus recycler le plastique, un des troisièmes sujets, c'est de récupérer l'énergie. Et donc, on développe un petit système pour transformer les déchets plastiques en carburant. Donc, ça s'appelle la pyrolyse du plastique. Avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de diesel et d'essence. Donc, c'est pas adapté pour tous les plastiques. C'est vraiment quand on ne peut plus les recycler. Mais on a trouvé que c'était intéressant dans des endroits où on utilise des groupes électrogènes pour avoir accès à l'énergie, des bateaux de pêche, et qu'on continue d'importer du pétrole alors qu'on a déjà tout ce plastique qui est là et qui pollue. Et donc on s'est dit, si on veut que toutes ces technologies-là soient répliquées partout sur les côtes des pays les plus touchés, et donc faire en sorte d'endiguer cette pollution, donc de recréer des micro-économies du recyclage, il faut réussir à les partager, à les faire connaître. Et donc on a eu l'idée d'embarquer tout ça sur un bateau, un bateau ambassadeur du recyclage, un peu comme ce que Bertrand Piccard a fait avec Solar Impulse.
l'énergie solaire. Il s'est dit, je vais faire le tour du monde sur un avion propulsé à l'énergie solaire. Et donc comme ça, on va pouvoir d'un côté améliorer ces technologies et montrer qu'elles sont valables. Et ben nous, on s'est dit, on va faire pareil. On va les embarquer sur un catamaran de 25 mètres, un catamaran de recherche océanographique, qui va être une sorte de mini-centre de recyclage flottant, et qui partira en 2020 le long des côtes d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Donc c'est vraiment les trois continents les plus touchés par la pollution plastique. Et le défi qu'on s'est lancé pour marquer les esprits, un peu à l'image de ce qu'a fait Bertrand Piccard, c'est de faire avancer notre bateau uniquement grâce aux déchets plastiques collectés à chaque escale et transformés en carburant à bord du bateau. C'est un peu la DeLorean de Retour vers le futur, mais version bateau. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, à terme, répliquer ce qu'on fait sur le bateau sur les côtes. Parce que tout ce qu'on développe, on le fait en open source, donc sans brevet. Et donc, si on peut répliquer, recréer des économies, permettre à des gens de créer des emplois, de vivre grâce à ce recyclage du plastique, et donc éviter que ces déchets n'atterrissent dans l'océan. Voilà, alors pour vous donner une dernière image, un peu les actualités du projet, on a construit un prototype. C'était le premier défi, c'était d'arriver à faire le projet en petit. Et donc on a construit Ulysse, c'est ce catamaran qui fait 6 mètres, qui a été baptisé par Brune Poisson le 15 juin, et qui embarque une petite unité de pyrolyse, donc qui transforme le plastique en carburant, qui est un peu le premier bateau au monde à avancer avec des déchets. Donc c'est vraiment, d'un côté, un moyen de mettre en lumière un peu ce qui est possible de faire, marquer les esprits, et puis surtout utiliser ce pilote industriel pour avoir des données, améliorer le process, et derrière en faire une version plus grande pour pouvoir la répliquer un peu partout. Alors si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez nous suivre sur le site internet. Il y a toutes les infos. Plastic Odyssée. Ouais, je vous remercie. Et donc je vais passer la parole à Claire Dadou-Villeman, qui est déléguée générale de 2ACR. 2ACR, c'est l'association Alliance Chimie Recyclage, qui est un réseau, alors je vais te laisser en parler, parce que tu vas en parler mieux que moi, sur lequel on est inscrit depuis plusieurs mois d'ailleurs, qui est une sorte de mine d'actualité et de ressources sur toutes ces problématiques, tous ces sujets d'économie circulaire. Et donc Claire, tu vas nous parler de plastique et de bâtiment, et donc des enjeux d'économie circulaire dans le bâtiment. Okay, ben merci Simon, et puis merci à Léonard de m'avoir invité ce soir pour vous parler de plastique et bâtiment. Alors c'est difficile de parler après Simon parce que d'abord il est passionnant et puis il a des jolies images de mer. Moi ça sera beaucoup moins joli que ça, et je vais essayer de rentrer dans un domaine un peu par la petite porte parce que là il est vraiment rentré par l'océan avec plein de vent. Donc le sujet bâtiment économie circulaire, moi j'ai fait un focus sur les plastiques. Pourquoi? Parce que 2ACR, c'est une association qui a été créée il y a 6 ans avec un objectif, c'est faire de la valorisation des déchets un outil de développement industriel et économique dans les territoires. Et on s'est dit qu'un des sujets, à l'époque personne ne parlait vraiment de plastique, mais nous on a pensé que c'était vraiment le sujet à commencer à traiter, et on a commencé à travailler sur le plastique en 2012-2013. Et toute une série de circonstances a fait qu'on a pris cette position dans le plastique, et avec une volonté d'aller vraiment vers une économie circulaire des plastiques. Alors, j'ai des slides qui sont un peu compliqués, je parle vite. Élie m'a donné la permission de vous dire que si je parle trop vite, ou si vous avez envie de poser des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main, je m'interromps et je réponds. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière fois que j'ai fait une présentation, on était dans un univers un peu du bâtiment, et il y a quelqu'un qui m'a dit « mais qu'est-ce que c'est qu'un plastique ?» Et c'est vrai que c'est une bonne question. Donc là, j'ai mis une slide sur qu'est-ce que c'est qu'un plastique, mais il y a peut-être d'autres choses qui vous paraîtront un petit peu compliquées aussi. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que les plastiques, il y en a absolument partout. Et vous en avez, si vous ne voulez pas de plastique, ben, vous vous retrouvez tous nus, voilà, vous serez plus sur des sièges, vous n'aurez plus de sol, il y en a partout. Il y a le plastique qui est très visible, et là, Simon vous l'a vraiment montré dans l'océan, en particulier tout le plastique de l'emballage. Mais il y a du plastique dans tous les domaines. Et là, j'ai simplement entouré dans ce petit domaine-là ceux qui touchaient plus le bâtiment, parler des fenêtres, des câbles, des pots de fleurs, des installations.
En termes de plastique, le bâtiment, c'est le deuxième secteur qui utilise des plastiques. Le premier, c'est l'emballage, et le deuxième, c'est le bâtiment. Alors là, c'est un petit dessin avec une maison. Ça, je l'ai tiré du site d'Union des plastiques pour le bâtiment. Et vous avez au moins 34 lieux différents d'utilisation du plastique. L'autre chose qui est importante de voir, c'est qu'on ne devrait jamais dire le plastique, c'est les multiples plastiques. Donc là, je vous en ai cité quelques-uns. Le PVC que vous avez dans les huisseries, la distribution d'eau, le revêtement de sol, canalisation, couverture, vous savez lire aussi bien que moi, mais aussi le PEHD, le polystyrène expansé, donc ça vous en avez, là c'est pas du polystyrène, c'est probablement du PET expansé qui est là pour transformer cet isolant, mais ça doit être ça, du polyuréthane, du polypropylène, du PEBD, vous en avez énormément, et dès que vous arrivez dans le monde de l'électrique et de l'électronique, vous avez des plastiques plus techniques avec des propriétés spécifiques qui sont un peu plus complexes. Donc il y a énormément de plastique dans le bâtiment. Maintenant, si de manière relative, quand on parle du plastique, pour moi c'est le secteur le plus intéressant en France d'utilisation de plastique recyclé. En même temps, vous, quand vous déconstruisez un chantier, le plastique, c'est 0,2% de votre volume. Donc, c'est vraiment chercher des plastiques, c'est aussi, et là, ce n'est pas moi qui vais en parler, ce sera plutôt Marie qui va parler de l'amont, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, qu'est-ce qu'un plastique? Alors, je crois qu'il faut se dire qu'un plastique, c'est un polymère, c'est-à-dire d'un point de vue chimique, une macromolécule qui est constituée de la répétition d'un certain nombre de sous-unités. Donc vous avez sur la partie gauche les sigles, donc les plastiques les plus usuels, les plus communs, c'est-à-dire le polyéthylène, le polypropylène, le PVC, le polystyrène, le PET et le polycarbonate. Mais je vous ai mis quand même deux structures en dessous, la structure de lignine, qui est du bois, et puis une structure de cellulose, et vous voyez qu'à vue d'œil, je supprime les noms des molécules et je vous les mets comme ça, personne ne saura dire qu'est-ce qui est plastique, qu'est-ce qui est bois, qu'est-ce qui est coton, qu'est-ce qui est laine. Et les polymères les plus connus, c'est les fibres naturelles, le chanvre, le lin, le coton, le bois, le papier. Les fibres protéiques, le cuir, la laine. Et puis évidemment les plastiques. Les plastiques sont généralement pétrosourcés. Il faut savoir qu'à peu près 4% de la production de pétrole sert à faire du plastique aujourd'hui. La grosse majorité du pétrole, c'est du carburant, et en particulier du carburant pour la mobilité. Et puis, mais il y en a un certain nombre de pétrosourcés avec des propriétés particulières qui peuvent être très intéressantes. Alors, pourquoi on utilise les plastiques? On entend, voilà, on parle tout le temps de pollution des plastiques, mais pourquoi on les utilise? Pour plein de raisons. Ils sont une grande technicité, ils sont adaptables, ils sont légers, ils sont simples. Alors, je ne fais pas de la promotion du plastique, je vous dis simplement que pourquoi est-ce que le plastique continue à se développer à cette vitesse-là? Et ils sont très spécifiques et ils permettent d'avoir des fonctionnalités. Théoriquement aussi, la plupart, en particulier quand on va parler des plastiques thermosouples, ils sont recyclables. Et puis, alors, l'illustration là, c'est du plastique recyclé. Ce n'est pas du plastique vierge, c'est du plastique recyclé, c'est du design. Et c'est du design, si je ne me trompe pas, c'est de Finlande. Et c'est une unité qui a décidé de travailler en se disant du plastique, on en aura toujours besoin. Comment on pourrait utiliser du plastique pour faire un objet de beauté, d'esthétique, et qui soit dans la deuxième ou dans la troisième vie. Pas de questions, donc je dois être relativement claire. Alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un intérêt au plastique recyclé? Alors ce dessin, il est un peu compliqué, mais il vous donne pour chacune des principales résines, donc polypropylène, donc c'est sur l'axe vertical, polyéthylène haute densité, basse densité, PS. La grosse bulle vous donne l'utilisation en France de ce plastique vierge. Et la petite bulle blanche au milieu vous donne la proportion de plastique recyclé qui est utilisée. Donc on va voir, la première chose qui est importante de voir, c'est que la première utilisation pour tout, c'est l'emballage. L'emballage aujourd'hui, c'est à peu près 45% de l'utilisation du plastique vierge. Et là-dedans, il y a un seul endroit où on recycle vraiment fortement le plastique, c'est le PET, c'est la bouteille, la fameuse bouteille qu'on voit partout, parce que là, on a les méthodes pour refaire du contact alimentaire. Le problème de l'emballage, c'est que 75% c'est du contact alimentaire, et qu'aujourd'hui, avec le recyclé, il y a très peu de process ou de plastique qui permettent d'avoir la sécurité qu'on veut au contact alimentaire. Deuxième colonne intéressante, c'est le bâtiment. Et moi, je vous signale tout de suite la petite boule bleue, là, parce que bleu, d'un côté, c'est du PEHD. La bulle bleue et la bulle blanche sont presque de la même taille. Il faut savoir que le bâtiment avec le PEHD est le premier exutoire du polyéthylène haute densité, mais il ne vient pas du bâtiment, il vient des bouteilles.
Il vient de recyclage des bouteilles de shampoing qui sont en PEHD, ou pas des bouteilles d'eau parce qu'elles sont en PET, mais d'un certain nombre de toutes les bouteilles qu'on va utiliser. Et donc, on voit bien la différence entre le petit cercle blanc et le grand, c'est le potentiel qu'on pourrait imaginer. Quand on a une ambition de 100% de plastique recyclé, évidemment, vu qu'on a toujours une croissance du plastique, ça ne prendra pas tout, mais on pourrait sérieusement agrandir les petites feuilles blanches. C'est pour ça que nous, on s'est intéressés à ce domaine-là. Alors, première raison, il y a un potentiel. Deuxième raison, c'est que quand vous utilisez du plastique recyclé, vous avez un réel bénéfice environnemental. C'est-à-dire qu'au lieu, si vous utilisez par exemple 1 tonne de PVC recyclé par rapport à 1 tonne de PVC vierge, vous diminuez l'empreinte environnementale d'un facteur 3 ou d'un facteur 17 suivant les résines. C'est 3 pour le PET et c'est 17 pour le PVC. Donc c'est vraiment très intéressant. Et à l'heure actuelle où on réfléchit quand même en responsabilité sociétale des entreprises, le fait d'utiliser un matériau qui diminue votre empreinte environnementale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans le bâtiment, vu de l'extérieur, je suis désolée, moi je ne suis pas spécialiste du bâtiment, on a vu beaucoup de focalisation sur l'efficacité énergétique du bâtiment pour la réduction de l'utilisation de CO2. Il y a vraiment un champ qui n'est pas assez exploré, qui est celui de l'utilisation de matériaux recyclés, et en particulier le plastique recyclé, pour diminuer une empreinte environnementale. Ça, c'est la première raison pour laquelle il est vraiment intéressant, d'un point de vue RSE, d'utiliser du plastique recyclé. La deuxième, c'est l'emploi. Quand vous détournez, l'expression classique, c'est de détourner. Quand vous détournez 1000 tonnes de plastique, alors je vais être poli, je ne vais pas dire décharge, je vais dire zone de stockage. Quand vous sortez 1000 tonnes d'une zone de stockage et que vous la faites rentrer dans le circuit de tri, de collecte, de tri, de régénération et de réemploi, vous créez 9 emplois. Vous en perdez 1 dans la zone de stockage et vous en gagnez 9 ailleurs. Donc il y a un gain potentiel pour 1000 tonnes de 8 emplois. C'est pour ça que nous, l'axe principal qu'on a toujours dit, on parle de développement économique et industriel, parce que c'est du développement de très petites entreprises, de grandes entreprises, et c'est vraiment de l'emploi à la clé. La première étude qu'on a faite et qui a été présentée à Bercy le 23 mars 2015 montrait que si on se donnait comme objectif d'introduire 250 000 tonnes supplémentaires de plastique recyclé, donc en les détournant de la décharge, le retour sur investissement sociétal, parce que ça coûte de l'argent d'augmenter ce recyclage, il serait fait en 5 ans. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Alors, comment ça s'est inscrit? Alors, nous, on a commencé en 2013 sur les plastiques. Aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1 depuis 2 ans ou 3 ans. Au niveau aussi bien européen, il y a la stratégie plastique qui a été sortie, approuvée par le Parlement il y a quelques semaines, mais qui était sortie en janvier. L'objectif au niveau européen, et moi je parle vraiment de mon domaine parce qu'il y a plein de sujets différents, c'est d'arriver à intégrer 10 millions de tonnes de plastique dans des produits en Europe à l'horizon 2025. Ça veut dire en France, globalement la France c'est un facteur de 1 à 10 en Europe, c'est 1 million de tonnes. Donc ça veut dire que c'est vraiment un saut quantique, on change de modèle, on change de paradigme. Il y a des axes importants, il y a des axes économiques, la qualité du recyclage, et puis il y a surtout un énorme axe d'innovation, de développement, d'expérimentation, et l'Europe, théoriquement, mettra des moyens sur le sujet. En France, la FREC est sortie le 23 avril dernier. La première mesure de la FREC, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'intégration de matières plastiques recyclées. Et la FREC, c'est un véritable projet de société parce qu'on veut vraiment faire changer le comportement. Mais la première... La FREC, ah oui, la feuille de route économie circulaire du gouvernement français. C'est vrai que pour moi, c'est évident, mais voilà. Donc la première mesure, c'est les engagements volontaires de la filière plastique pour incorporer davantage de matières plastiques recyclées. Alors il y a eu un événement lundi dernier, le 2 avril, à Bercy, où les 2 secrétaires d'État, Brune Poirson et Delphine Gillet, ont présenté les engagements volontaires de... si vous en faisiez partie, voilà. Moi, je ne sais pas qu'il y en avait tout à fait 100. Les objectifs chiffrés aujourd'hui, on est à plus de 175 kilotonnes sur un horizon de 2025, je crois, à peu près. On est dans ce qu'on avait dit a priori en 2015. Maintenant, par rapport aux ambitions européennes, on est quand même... aujourd'hui, on en réintègre à peu près 290 kilotonnes en France, donc on est un peu moins de 600 000 tonnes, alors qu'on vise 1 million de tonnes.
Mais ça permet à la France de s'inscrire dans une stratégie plastique européenne et de continuer à maintenir son avance sur ce sujet-là. Alors, la feuille de route économie circulaire, c'est aussi des choses positives, hein, c'est cette volonté-là. Après, il y a toujours, si les engagements volontaires des entreprises, parce que la volonté, c'est quand même d'aller vers l'incitatif et non pas le punitif. S'il n'y a pas d'engagement volontaire suffisant, ben, il y a des menaces. Et parmi les menaces, il y a les augmentations des systèmes de responsabilité élargie du producteur, donc de création d'éco-organismes et d'éco-contribution sur tous les produits. Et là, dans la feuille de route, il y a la création d'un certain nombre de filières REP. Dans les jouets, c'est des choses qui sont déjà parties, l'article de sport et de loisirs, bricolage de jardin, et il y a point d'interrogation sur les matériaux de construction. Et l'objectif des engagements volontaires, c'est de créer des marges dynamiques pour éviter de repasser dans le réglementaire, qui a de l'intérêt, mais qui a aussi ses limites. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le bâtiment n'est pas en retard. Le bâtiment intègre des matières plastiques recyclées depuis un certain temps. Là, j'ai sorti des matières. Alors, en fait, là, vous avez des tubes de PEHD, 100% en plastique recyclé et 100% recyclable. Le problème, c'est que souvent, ces tubes-là vont être enterrés, donc pas forcément collectés et récupérés. Vous avez les profilés. Les profilés, aujourd'hui, de fenêtres de PVC, il y en a beaucoup qui contiennent en interne du PVC recyclé. Donc là aussi, c'est un exutoire important. Des solutions plus innovantes, des couvertures innovantes qui permettent là de faire en même temps d'utiliser des plastiques recyclés et de réfléchir à avoir des couvertures qui soient utilisables et qui produisent de l'énergie, donc avec des tuiles photovoltaïques nouvelle génération. Et puis là, j'ai pris un petit exemple de start-up qui vient plutôt, je crois, de Taïwan, sur des tuiles en PET, mais vraiment design. Le message que nous, on veut faire passer, alors là, c'est encore un autre, mais ça sur des produits intérieurs en matière plastique, qui utilisent des matières plastiques et des matières minérales, elles aussi recyclées. Et donc, et là aussi, c'est un autre exemple, là, peut-être je passais déjà beaucoup de temps, je reviens plutôt en arrière, c'est de se dire qu'il faut sortir de l'idée, aujourd'hui, le plastique recyclé, il est essentiellement vu, je remplace du plastique vierge par du plastique recyclé. Moi, je dis, si on veut vraiment changer de modèle, et si on veut vraiment faire quelque chose de différent, il faut rentrer dans du design et puis de se dire comment régionalement, sur un territoire, j'utilise mes ressources qui peuvent être des sédiments, c'est cet exemple de droite, des ressources qui peuvent être des minéraux, et je fais des nouveaux produits qui répondent à une fonctionnalité et qui soient complètement inventifs. Ne cherchons pas simplement à remplacer un plastique vierge pétrosourcé par un plastique recyclé. Soyez inventifs, expérimentez, faites quelque chose de différent. Donc ça, c'est vraiment l'axe qui me paraît le plus intéressant, ou en tout cas un axe à explorer de manière importante. Alors, que peut-on faire dans le bâtiment? Il y a des ambitions très élevées dans la FREC. N'oubliez pas, le bâtiment, c'est le deuxième secteur qui utilise des plastiques. Donc effectivement, les attentes dans le bâtiment sont très importantes. Il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que le bâtiment, c'est vrai que le plastique, c'est un tout petit pourcentage de l'utilisation. Et le bâtiment est peu inclus dans une chaîne de valeur et dans un univers important. Donc il faut que tout le monde travaille ensemble si on veut vraiment faire évoluer les choses. Il faut travailler en collaboration avec tous les experts du système. Il y a beaucoup de normes dans le bâtiment qui empêchent l'utilisation de plastique recyclé. Il y a beaucoup de normes qui vous disent pas plus de 5%, pas plus de 20%. Et là, si on ne travaille pas ensemble, on ne fera pas changer les normes, ça ne marchera pas. Et puis moi, je reste quand même sur mon dada personnel de changer de paradigme, de penser éco-conception, création, innovation, dès la conception du produit pour que ça rentre dans l'idée d'une économie des ressources. Et dans l'économie des ressources, il y a le recyclage des plastiques, mais il y a l'économie de beaucoup d'autres choses. Alors, quelques mots sur 2ACR, parce que je pense que j'ai utilisé beaucoup de temps. 2ACR, c'est une plateforme collaborative de toute la chaîne de valeur. Moi, je vous ai dit que c'était important de travailler tous ensemble. Donc, c'est tous ensemble, ça veut dire des entreprises de toute taille, il y a des grands groupes. Il y a beaucoup de PME, TPE qui sont là pour un peu comme des aiguillons, des organisations professionnelles et puis des centres d'innovation, pôle de compétitivité. Notre objectif, c'est de faire de la valorisation des déchets, pas seulement des plastiques, mais de tous les déchets, un outil de développement économique et industriel des territoires. On travaille avec la chaîne de valeur. Alors là, j'ai représenté sur ce petit dessin la chaîne de valeur du plastique. C'est-à-dire on extrait du pétrole, on le raffine, on fait du plastique. On le mélange, on fait un produit en plastique. Il arrive chez vous, vous l'utilisez, vous faites... évidemment, c'est en anglais, mais je suis désolée. Après, vous le récupérez, vous le triez.
Après, vous le préparez, vous le recyclez. On travaille, à chaque fois qu'il y a un petit logo, on travaille avec des gens et on a l'objectif de travailler avec tout le monde. Parce que si on ne travaille pas tous ensemble, on n'arrivera pas à cette répartition de la chaîne de valeur et surtout à cette inventivité, à cette manière différente de travailler avec laquelle il faut travailler, parce que si on ne le fait pas, ben on ne changera rien, ou pas suffisamment en tout cas. Puis on travaille aussi, en particulier pour les études, avec la DGE, avec l'ADEME, et on est tous les éco-organismes aujourd'hui qui ont à gérer du plastique sont nos partenaires. Alors là, je vous dis, c'est des choses qu'on a faites, donc le contrat d'expérimentation dont je vous ai parlé, donc l'intégration de plastique recyclé. L'ADEME a lancé le dispositif hors place suite à cette analyse et qui a conduit à faire des dispositifs de soutien pour aider à l'intégration de matières plastiques recyclées. Un beau succès. Depuis l'année dernière, on a créé un site, centre de ressources FRplast, où vous avez toutes les études, tous les projets de recherche, tous les guides qui existent sur le sujet. Et puis on a fait 2 autres études et nous on pense très sincèrement qu'il manque aujourd'hui un mécanisme économique, qu'il y a un vrai bénéfice environnemental et un vrai bénéfice sociétal en termes d'emploi à utiliser du plastique recyclé, et que tant qu'on ne valorisera pas ces bénéfices-là, on n'arrivera pas à une intégration telle qu'on la veut aujourd'hui. Donc on travaille sur ce domaine-là aussi. Donc là, je termine par 2 petits dessins. C'est notre site internet FRplast. C'est un site complètement ouvert, allez-y. C'est une mine d'informations sur aussi bien les études, D'abord, c'est un agenda de toutes les manifestations qui concernent le domaine, pas simplement les nôtres, tout le domaine. Et puis, vous avez tous les annuaires des filières, les bases de connaissances. Et c'est le moyen de rentrer dans ce que nous, on appelle le réseau collaboratif. Le réseau collaboratif, c'est un Facebook privé, mais ouvert à tous, mais c'est privé, et qui vous permet de rentrer en contact avec des gens de tout domaine intéressés par le sujet. Il y a à peu près 7000 informations sur ce réseau collaboratif. Il y a une mise à jour tous les jours et une veille. Il y a entre 5 et 20 documents qui arrivent sur le site. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez rencontrer des gens. C'est la même chose que Facebook. Il y a moins de photos, c'est plus des choses scientifiques, mais c'est intéressant quand même. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Vous avez des informations, vous avez nos mails. C'est facile de trouver. Il y a nos numéros de téléphone sur tous les sites. Et n'hésitez pas. Mon dernier message pour le bâtiment, c'est que le bâtiment, pour moi, c'est le secteur clé en France. L'emballage est extrêmement important, mais avant qu'on puisse faire de la matière qui retourne au contact alimentaire. Alors, je ne parle pas de l'emballage secondaire et tertiaire, mais l'emballage primaire, ça prendra du temps. Alors que dans le bâtiment, il y a un vrai potentiel en termes de volume. Il y a une inventivité qu'on peut avoir qui est très importante. Donc, j'adorerais qu'on travaille plus avec le monde du bâtiment. C'est d'ailleurs dans nos projets, puisqu'on voudrait bien créer un groupe spécifique matières plastiques recyclées et bâtiments. Voilà. Merci de votre attention. Je pense que les questions, c'est pour la fin, je pense. Ouais. Merci Claire pour cette présentation. Alors maintenant, on va parler de la gestion des flux sur les chantiers avec Marie Combarieux, qui est la fondatrice d'EcoDrop et donc qui travaille sur comment optimiser les flux de matériaux, de déchets sur les chantiers. Je te laisse nous présenter ça. Bonjour à tous. Merci à Léonard pour votre invitation, Ellie particulièrement. Et je suis très honorée d'intervenir ce soir auprès de vous. Alors, merci à Claire d'avoir présenté tout ce qu'on pouvait faire avec le plastique et notamment dans le secteur du bâtiment. Et moi, je vais vous parler d'un enjeu clé pour pouvoir réussir à faire ça, c'est l'enjeu des flux. Parce que les différents déchets ils sont dans les chantiers, que ce soit des gros ou des petits chantiers, il va falloir qu'ils aillent dans les unités, soit de réemploi directement, soit les unités qui trient et qui envoient ensuite ces déchets en recyclage ou en valorisation énergétique. Et puis aussi, il y a un autre enjeu dont on doit parler forcément quand on parle de déchets du bâtiment, c'est le problème des décharges sauvages. Il y a eu beaucoup de médiatisation sur ces sujets-là actuellement. Et donc, il y a une première étape, c'est faire en sorte que les déchets n'aillent pas dans nos forêts, et puis après qu'ils aillent dans les unités qui savent les exploiter pour après être revalorisés et réemployés dans d'autres matériaux. Donc voilà, moi je suis une ancienne du bâtiment, je travaillais chez Saint-Gobain dans l'isolation, donc très investie dans l'efficacité énergétique, et puis tout d'un coup je me suis dit, il y a quand même quelque chose de génial, c'est qu'on peut prendre les déchets des uns pour faire des ressources des autres.
Donc on va arrêter de faire des trous pour mettre des déchets et puis prendre dans les carrières des matières pour aller faire de la matière. Donc c'est comme ça que j'ai créé EcoDrop, qui se veut une solution simple, économique et rapide, éco-responsable pour les déchets des artisans du bâtiment. Donc on a centré notre première cible qui n'avaient pas de solution ou des solutions très mal adaptées pour la gestion de leurs déchets. Il y a 500 000 petits artisans en France. Des artisans, c'est des unités de moins de 20 salariés qui font plein de chantiers partout, plein de chantiers de rénovation. Chez vous, par exemple, ils refont la salle de bain. Et ils produisent environ 20 tonnes par déchet et par entreprise par an. Et ils ne savent pas où mettre leurs déchets. Donc ils ne sont pas vraiment bienvenus en déchetterie publique parce que celles-ci, elles sont payées par les impôts des particuliers. Donc ils ne sont pas censés mettre leurs déchets. Et puis éventuellement, ils ont des solutions en déchetterie professionnelle, mais à côté de leur domicile. Et en fait, ils sont mobiles pour la gestion de leur chantier. Et donc ils ont besoin de solutions pour leurs déchets à proximité de leur chantier. Et donc voilà, pour ce qui est de la collecte, l'unité qui existe, c'est les grosses bennes. Il faut une autorisation de la mairie pour mettre une benne, et puis c'est 8 mètres cubes, donc ça fait super cher. Et en fait, eux, éventuellement, ils ont 5 sacs à gravats, donc ils ont besoin de petites quantités, ils n'ont pas besoin de payer 350 € une benne. Et donc, il fallait leur apporter une solution, et puisque 70% d'entre eux trouvaient que la gestion des déchets était un problème. Donc forcément, quand 70% sont mécontents, il y en a une grosse part qui vont les balancer dans des lieux où ils peuvent, à savoir planquer derrière la route. Malheureusement. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer les conditions grâce au digital, puisque l'innovation digitale doit aussi créer des révolutions dans le bâtiment et dans l'économie circulaire surtout. Et l'idée, c'est de créer les conditions pour que les artisans envoient leurs déchets dans les déchetteries professionnelles, qui après vont trier et renvoyer vers les différentes unités de valorisation ou les envoyer directement au réemploi. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça permet de vivre, c'est notre business model, un artisan, quand il va déposer ses déchets en déchetterie professionnelle, il paye. L'enjeu, c'est de négocier pour lui, pour qu'il ne paye pas trop cher, qu'il puisse aller déposer n'importe où à côté de ses chantiers, ou qu'il puisse collecter pour pas trop cher non plus. Voilà, donc c'est ainsi qu'on s'est lancé en Ile-de-France il y a 1 an. On a lancé notre premier service de dépôt. On a créé des partenariats avec 40 déchetteries en Ile-de-France, et on a plugué à ça une solution de logistique, de petite logistique fine, des petites camionnettes. Donc ici, il y a écrit qu'on travaille avec plus de 300 camions. Aujourd'hui, on doit être à 750 camions en Ile-de-France, ce qui nous permet d'apporter des solutions hyper agiles et rapides et partout. Et on a interfacé tout ça qui permet d'apporter des solutions grâce à des API qui permettent de développer ces 2 services-là. Le premier, c'est le dépôt. Vous vous connectez sur ecodrop.net. Vous pouvez voir toutes les déchetteries à proximité de votre chantier. Vous y avez accès. On a négocié des prix pour vous. Donc vous avez droit à des prix comme si vous étiez un gros faiseur alors que vous êtes tout petit. Et vous pouvez aller vous déposer du coup vos déchets en moins de 15 minutes. Vous arrivez, vous déposez, vous payez via l'application et vous avez toute la traçabilité qui est nécessaire. Et puis le deuxième service, c'est en pluguant notre système de camion, cette fois-ci, on va chercher les déchets directement sur les chantiers à partir de 5 sacs à gravats, 3 clics sur l'application et on débarque dans les 2 heures avec notre petit camion pour venir chercher les déchets et les emmener dans les déchetteries à proximité. Donc ça permet de diminuer le temps de trajet et donc diminuer aussi l'impact carbone. Donc je pense qu'on y gagne un peu sur tous les plans du développement durable. Et puis, fort de cette position d'intermédiaire entre les producteurs de déchets et les producteurs de déchets et tous les acteurs gestionnaires de déchets et toute la logistique, il y a des gros chantiers qui sont venus nous voir en disant « Mais au fait, puisque vous connaissez tout le monde dans le monde du déchet, vous ne pourriez pas nous trouver des solutions de réemploi ?» Bah si, puisqu'on est une start-up, en fait, nous, on veut bosser, donc on va aller chercher des solutions. Et on commence à développer une expertise hyper intéressante dans le réemploi des matériaux de rénovation. Donc on imagine des gros chantiers de rénovation d'hôtels, d'universités, d'écoles, de restaurants, de bureaux. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les filières, donc on commence à vachement bien les connaître, qui va reprendre les déchets. Et puis ensuite, on crée le deal entre le besoin d'exutoire et le besoin de matériaux. Souvent, c'est pratique parce que c'est gratuit.
Et donc pour le producteur de déchets, plutôt que d'aller mettre ça en déchetterie et de payer, il va donner les matériaux à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est tout bénéf. Il fallait juste mettre les gens les uns avec les autres. Et puis nous, on apporte au milieu de tout ça la logistique fine et cadencée. Et donc en travaillant avec tous les acteurs, on crée des filières de réemploi. Donc par exemple, la moquette, les parois de douche, les douches. Donc là, dernièrement, on a sorti pas mal de mètres carrés de moquettes d'un hôtel de luxe pour aller habiller des hangars dans les quartiers défavorisés pour les entrepreneurs qui avaient envie de créer des boîtes. Et alors on est allé habiller, grâce à nos matériaux de réemploi, les moquettes en l'occurrence et les parois de douche qui font des séparations entre les bureaux, et ça fait des équipements de bureaux pour les jeunes qui veulent monter des boîtes dans les quartiers. Et ça en fait c'est à l'infini parce qu'il y en a énormément. Voilà, donc notamment là-dedans, il y a un enjeu sur les moquettes dans lequel il y a pas mal de plastique d'ailleurs. Donc avis aux entrepreneurs, nous on pense qu'il y a un gros sujet sur les moquettes et notamment le recyclage de la moquette. Il y a des techniques qui existent en Amérique du Nord, au Japon, mais en Europe pas encore. Donc je pense qu'il y a un gros chantier pour tout ce qui est revêtement de sol, vous l'avez cité Claire, et notamment la moquette. Voilà. Ce qu'on fait spécifiquement avec cette histoire de gestion des flux, qui nous semble plus adaptée aux petits acteurs et qui travaillent en faveur du réemploi, c'est qu'on travaille par exemple avec le distributeur Pume Plastique. Alors Pume Plastique, c'est un distributeur du groupe Saint-Gobain qui est leader dans les canalisations en PVC. Et eux, ils mettent en place une filière de valorisation du PVC. Ils ont mis en place des bennes sur leur point de vente qui peuvent être remplis en PVC gratuitement pour les artisans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que sur notre application, on met en avant ces points de collecte en disant amis artisans, allez déposer vos déchets là-bas, c'est gratuit pour vous. Et comme ça, c'est un intérêt économique pour tout le monde, puisque Pume Plastique est ravi d'avoir des nouveaux arrivants, des nouveaux clients potentiellement. Et après, nous, ils font la promotion de notre application pour le reste des déchets auprès de leurs clients. Donc voilà, une fois de plus, c'est en parlant ensemble que... donc avec ce PVC, ça fera de nouvelles canalisations en PVC. Voilà, c'est aussi un bénéfice intéressant et on peut faire ça sur pas mal de filières, bien entendu. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc notre application, on la trouve sur ecodrop.net. Voilà. Merci Marie du coup pour ce bel exemple de moyen de réemployer plus de déchets. Donc on va continuer un peu sur cette thématique de réemploi. Pour qu'on puisse réemployer des matériaux, il faut forcément les déchets des chantiers, mais il faut aussi la demande en matériaux de réemploi, donc la demande de constructeurs qui vont utiliser des matériaux de seconde main. Et donc on a un bel exemple avec Lila Abtroum, qui travaille chez Vinci Construction France et qui va nous présenter justement un exemple, le projet Pulse, qui est un projet Vinci qui justement utilise des matériaux de réemploi. Tu vas nous en dire plus. Merci Marie. Allez. Bonsoir à tous. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qu'on a actuellement en cours de réalisation. Donc, c'est un projet qui s'appelle Pulse. Alors, je vais introduire. Donc, je vais vous faire une brève présentation du projet. Donc, c'est un bâtiment de bureau avec une maîtrise d'ouvrage privée, ICA de promotion, qui avait justement une ambition très grande en termes de matériaux de réemploi, d'utilisation de matériaux de réemploi dans son projet. Constructeur, c'est Bateg, une filiale de Vinci Construction. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment d'un peu plus de 29 000 m². Alors, je vais introduire un peu plus l'aspect environnemental de ce projet. Alors, c'est un projet qui est en cours de certification HQE 2015 avec un passeport exceptionnel, BREEAM 2016 avec un niveau excellent, et BBCA version 1. Pour ceux qui ne connaissent pas BBCA, c'est le label bâtiment bas carbone. Donc, c'est basé sur une analyse de cycle de vie du bâtiment. Et c'est ce qui pousse aussi notre bête d'ouvrage à vouloir mettre en œuvre des matériaux de réemploi, puisqu'il faut savoir que dans une analyse de cycle de vie, le poids de matériaux réemployés est de 0. Le poids carbone de matériaux réemployés est de 0. Donc, ce qui explique aussi cette volonté de mettre des matériaux de réemploi. Alors,
En ce qui concerne les matériaux de réemploi, on a une exigence de 19 000, un peu plus de 19 000 m² de dalles de faux plancher, donc ce qui représente à peu près la totalité des dalles de faux plancher du bâtiment. Donc on a des dalles de faux plancher avec 2 épaisseurs différentes, 30 et 19 mm. Donc là, on rentre un peu plus dans les caractéristiques techniques et de matière des matériaux à réemployer. On a aussi une exigence de un peu plus de 1000 m² de parquet sur champ. Je vous expliquerai un peu plus tard quelles sont les difficultés qu'on a avec le parquet sur champ en réemploi. Et aussi une obligation de main courante en infrastructure, tout d'abord, et puis en superstructure, puisqu'on a aussi un architecte qui est très ouvert, parce il faut penser aussi à l'aspect esthétique des matériaux. Quand on utilise du matériau réemployé, on va chercher un matériau qui ne ressemble pas forcément à l'esquisse de l'architecte. Et il faut que l'architecte accepte de mettre ce matériau-là dans son projet. Donc il y a aussi cette difficulté-là, en termes de réemploi. Concernant la méthodologie qu'on a utilisée sur le projet pour justement trouver ces dalles de réemploi, donc nous, en interne, on n'avait pas l'expertise du réemploi de matériaux. On a fait appel à un bureau d'études réemploi qui s'appelle Mobius, pour ceux qui connaissent, qui était anciennement appelé Lab Ingénierie. Donc, il a fallu définir des critères, d'abord des critères géographiques. On avait une zone géographique bien précise pour trouver ces matériaux de réemploi, l'Île-de-France. Des caractéristiques aussi de typologie, puisqu'on avait un CCTP qui décrivait les matériaux à réemployer, caractéristiques techniques, de forme, d'épaisseur, de matériaux, etc. Donc, l'identification justement de ces sources de matériaux de réemploi, elle s'est faite à travers des appels téléphoniques, le fait de contacter justement les acteurs du bâtiment, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les cureurs, les démolisseurs, etc., via des réseaux sociaux. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Mobius a contacté un peu plus de 500 personnes. Sur ces 500 personnes, on avait à peu près entre 30 et 40% de personnes qui étaient intéressées par l'idée de réemployer des matériaux, c'est-à-dire qu'on vient d'enlever déposer des matériaux d'un chantier qui allait être réhabilité et les installer dans notre projet. Sur ces 30 à 40%, on a eu un résultat de 2%, c'est-à-dire ce qui représente à peu près 40 sites visités. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'aspect, on va dire les contraintes plus du réemploi, parce qu'on a tendance à imaginer que le réemploi, c'est super, mais il y a beaucoup de contraintes. Donc je vais essayer de vous les expliquer. Ça se termine par la visite de chantier pour justement auditer visuellement ces matériaux de réemploi et voir la faisabilité de dépose de ces matériaux pour les réemployer sur notre projet. Alors, concernant donc du coup les dalles de faux plancher, donc il y avait une conformité, comme je le disais, au CCTP à respecter, la qualité du gisement, il fallait que ça soit des dalles qui soient en bon état, et éventuellement une recherche bibliographique de ces matériaux à déposer, qui pouvait nous faciliter la tâche par la suite pour tout ce qui est contrôle technique, acceptation du bureau de contrôle, etc. Donc ce que j'explique par la suite, donc il y a deux méthodes qui nous permettent justement de valider notre gisement initial. Soit on arrive à retomber sur les DOE donc des gisements, des matériaux, ce qui est assez rare. Et dans ce cas-là, effectivement, on a tout l'historique du matériau avec les caractéristiques techniques, les éventuels tests qui ont été faits sur ces matériaux-là. Et dans le second cas, on n'a rien du tout. Et là, il faut refaire tous les tests en laboratoire. Et généralement, c'est ce qui se passe. En tous les cas, sur le projet Pulse, c'est ce qu'on a. Donc, ce qui implique forcément un coût à ces matériaux-là qui n'étaient pas forcément initialement en étude, en tous les cas budgétés. Et puis, il y a aussi la question de l'assurabilité du gisement, parce qu'un maître d'ouvrage, un constructeur, un poseur a une garantie décennale à respecter, donc on doit mettre des matériaux, mais qui ont une assurance, une police d'assurance. Donc, afin d'assurer justement ces matériaux-là, Mobius a fait appel à un assureur du BTP, SMA BTP, qui donc a pris la couverture en assurance de ces matériaux-là, ce qui nous permet justement d'assurer les matériaux qu'on va redéposer sur le projet Pulse.
Alors là, je vous ai donné quelques exemples justement de gisements qu'on a visités. Celui qui nous intéresse le plus, puisque c'est celui où justement on est arrivé à trouver la grosse partie des dalles de faux plancher qu'on va mettre en œuvre sur le projet, c'est la réhabilitation du bâtiment 48 Camille des Moulins, ici les Moulineaux, où justement on avait 17 000 m² de dalles de faux plancher qui correspondaient parfaitement aux caractéristiques des gisements qu'on recherchait. Donc le maître d'ouvrage était Big Immobilier. Là aussi, on va voir que justement, quand on a des maîtres d'ouvrage différents, ça peut aussi avoir certaines problématiques, puisque effectivement, Big Immobilier au début était un petit peu réfractaire à l'idée de donner ce gisement-là, qui pouvait être une source économique, à un autre promoteur immobilier qui était Icade. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on commence à découvrir justement avec ces retours d'expérience. Donc il y a une négociation assez importante avec Big Immobilier pour la récupération de ces gisements. L'idée étant qu'il y avait deux solutions pour déposer ces matériaux, ces dalles de faux plancher en l'occurrence. C'était premièrement soit de déposer que Mobius ait le rôle de cureur et aille déposer directement ces matériaux-là, ce qui ne coûtait au final rien du tout à Big Immo. Ou alors passer un contrat avec une des deux entités de déconstruction, donc soit Colas, soit Doyer. Donc nous, on est dans le cas où justement Big Immobilier n'a pas signé de contrat direct avec un déconstructeur et on est parti nous déposer, enfin Mobius est parti déposer directement les dalles de faux plancher. Donc ensuite, il y a tout l'aspect technique pour ces dalles de faux plancher. Il fallait faire passer les tests en laboratoire. Les tests ont été favorables pour le gisement qu'on a trouvé. Alors ça aussi, comme je le disais tout à l'heure, ça implique un coût assez important puisqu'il faut prendre un échantillon de dalles de faux plancher. Quand vous avez plusieurs gisements, quand vous devez répondre à un objectif de 20 000 m², que vous trouvez 10 000 m² là, 5 000 m² là, 2 000 m² là, à chaque fois, il faut savoir qu'il faut refaire des tests sur les différents gisements. Donc tout ça, ça a un coût. Validation de la réaction au feu, et puis aussi l'approbation du gisement par la chaîne de décision du projet Plus, donc le maître d'ouvrage et l'AMO Réemploi qui a été pris dans le cadre de cette opération. Et puis bien évidemment donc SMA BTP qui a validé pour la partie en tous les cas assurance les dalles de faux plancher qui ont été pris. Donc, au 5 mars 2018, on a eu la validation de Big Immobilier avec la récupération de 14 000 m² de dalles de faux plancher pour notre projet. Alors, là, j'ai listé un petit peu toutes les problématiques qu'on a rencontrées lors de cette recherche. D'abord, la disponibilité. On a remarqué que ce n'était pas si facile que ça de retomber sur des gisements qui correspondaient aux caractéristiques qui étaient demandées dans les CCTP. Les délais, il faut savoir qu'il faut arriver à matcher le planning de la démolition avec le planning de la construction. Donc ça, c'est aussi une problématique qu'on a très régulièrement, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver le gisement, mais on ne pourra pas récupérer les dalles à temps, etc. La méconnaissance technique des interlocuteurs. Quand on parle de réemploi de matériaux, les gens ils connaissent pas trop, ils savent pas trop à quoi ça sert. Donc il faut aussi pouvoir les convaincre. Le prix, ce que je disais tout à l'heure, une batterie de test à refaire, le stockage, le transport de ces matériaux-là qu'il faut. Donc il y a toute une logistique autour du réemploi qu'il faut aussi calculer. La conviction, comme je le disais, le bon contact, c'est-à-dire tomber sur la bonne personne au bon moment, l'opérationnel généralement qui lui est au contact du projet qui va être réhabilité, et la concurrence, comme je le disais tout à l'heure, entre deux maîtrises d'ouvrage qui ont ou qui auront dans le futur les mêmes intérêts en termes de réemploi de matériaux. Alors, en ce qui concerne le parquet sur champ, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble une dalle de parquet sur champ. Donc c'est vraiment des toutes petites lattes de bois collées les unes aux autres. Donc en ce qui concerne les différentes pistes qu'on avait pour le parquet sur champ, il y avait la possibilité effectivement de récupérer des lames de bois de charpente et de refabriquer
du parquet sur champ aux dimensions voulues. Mais là, ça s'apparente plus à du recyclage réellement que du réemploi. Donc là aussi, il y a une définition, il y a une question sur la définition de ce qui est réellement le réemploi, le recyclage, comment on définit réellement le réemploi. Est-ce que justement utiliser du bois qu'on enlève d'une structure et qu'on transforme en matériaux différents, est-ce qu'on peut considérer ça comme du réemploi ? Il y a l'idée du parquet sur champ existant, mais ce qu'on remarque, d'ailleurs vous pouvez le voir sur la photo, c'est que à la dépose, on a des bouts de bois qui viennent, qui s'arrachent, de la colle qui reste justement collée au parquet sur champ. Donc tout ça, il faut penser justement à remettre en état le parquet pour le redéposer. Et puis, il y a l'exploitation des chutes en scierie. Là aussi, on rentre aussi dans cette idée-là de réemploi ou de recyclage. Alors, on a considéré que c'était plus du réemploi puisque, en définitive, on évite, si vous voulez, un déchet. Et puis, l'option qui a été finalement choisie, vu toutes les contraintes qu'on a rencontrées sur le projet, ça a été justement de récupérer les surplus de commandes de fin de chantier. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, donc ICAD, a fait un partenariat avec Parqueteurs de France et il y a eu un deal sur le fait de justement récupérer les surplus de commandes qu'on peut avoir régulièrement sur les chantiers de parquet sur champ pour pouvoir les redéposer sur le projet Pulse. Alors ensuite, on avait le dernier matériau à récupérer, c'était les mains courantes. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a l'aspect esthétique du matériau à en mettre en place sur le projet. Donc là, on a quand même un architecte qui est très accommodant par rapport à l'aspect final du produit. Donc c'est vrai qu'au début on était parti sur la mise en œuvre de mains courantes en infra, mais là on part aussi sur l'idée de peut-être mettre aussi des mains courantes en superstructure. Alors il n'y a pas réellement de difficulté de gisement en ce qui concerne tout ce qui est métallique. On a remarqué justement, avec ce retour d'expérience, qu'il y avait certains matériaux qui étaient finalement compliqués à trouver et d'autres qui étaient plus simples. Donc on sait qu'il y a toujours eu un marché, entre guillemets, pour parler un peu vulgairement de la ferraille dans le bâtiment. Ça s'est toujours trouvé, ça s'est toujours revendu. Il y avait déjà un business là-dedans. Donc, ce qui a créé en fait un effet d'aubaine auprès des cureurs qui ont découvert là un nouveau potentiel économique. Donc, on a une légère augmentation du prix du mètre linéaire de main courante. Donc là, vous avez des notions aussi de prix par rapport à la fourniture et à la pose. Donc on sait par exemple que la fourniture d'un mètre linéaire de main courante, c'est à peu près 8 €. La fourniture et pose, c'est 67 €. Avec un retour d'expérience des études de prix de chez Bateg, on est bien au-dessus du prix d'un mètre linéaire de main courante neuve, qui tourne autour des 45-50 €. Donc là, on voit bien cet aspect-là aussi économique. Donc dire que le réemploi de matériaux coûte moins cher, c'est pas toujours vrai. C'est aussi un peu une idée reçue qu'on peut avoir du réemploi de matériaux. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Lila. On va passer aux questions. Du coup, on peut venir tous les 4. Je pense. Est-ce qu'on s'assoit ? Alors, je vais... Ouais, il y a déjà des questions. Très bien. Oui, ça serait donc pour madame. Vous avez parlé pour le recyclage des emballages que ça constituait 45%. Vous savez, avec vos différentes assiettes, mais il n'y avait pas de chiffres sur les diapos. Et donc, à côté, il y avait donc le bâtiment. Ensuite, il y avait l'énumération des différentes, dirons-nous, destinées. Et donc, si c'était 45% pour les emballages, pour les bâtiments, c'est quoi le pourcentage ?
Alors, au niveau de la fabrication de produits neufs, la consommation en France, c'est de 4,5 millions de tonnes de plastique consommées par an, dont 45% pour l'emballage, 20% pour le bâtiment, et puis après, on a l'automobile, les appareils électriques et électroniques, voilà. Alors pour l'automobile, vous savez à peu près de ce ça doit être 8%, 8 ou 10%. 8%. Et ça, je peux retrouver dans les slides. En revanche, quand on va parler de déchets, donc qu'on récupère en fin de vie d'un produit, on récupère à peu près 3,5 millions de tonnes de déchets, mais on ne récupère pas du plastique en déchets. Ce qu'on récupère en fin de vie, c'est la fin de vie d'un produit. On va récupérer une chaise, là ces chaises elles sont en plastique, on ne va pas récupérer du plastique. Et dans ce domaine-là, on récupère 60%, c'est de l'emballage, parce que tous les autres produits en plastique ont des durées de vie qui sont beaucoup, beaucoup plus longues. Les plus longues étant dans le bâtiment et les travaux publics. Merci. On va peut-être voir si dans la salle il y a d'autres questions. Sinon, on a des questions pour vous aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Merci. Vous avez évoqué l'application du plastique pour le bâtiment, mais quid des infrastructures? Je pense par exemple aux enrobés de voirie. Alors, de même manière plus large. Alors moi, quand je mets en général, je mets le domaine bâtiments et travaux publics ensemble. J'ai pas de chiffres sur les travaux publics en eux-mêmes. Il y a un joli projet de Total qui est celui de la Plastic Road, qui est de penser un concept différent de la route et avoir une route qui soit faite en plastique recyclé et qui permette d'être imaginée à partir de la fonctionnalité. Alors c'est un projet qui développe essentiellement en Hollande, parce qu'en Hollande, le sol est en dessous du niveau de la mer, ils ont beaucoup de problèmes de remontée d'eau et de gestion de l'eau. Donc la route, elle n'est pas conçue uniquement pour être une surface, et c'est tout le changement de paradigme dans lequel on doit travailler. Elle n'est pas conçue pour être simplement une surface sur laquelle on va se déplacer, mais elle est conçue comme un lieu de passage, de transport, aussi bien de l'eau, mais des tuyaux et autres. Et donc là, il y a des potentiels d'utilisation de plastique qui peuvent être extrêmement importants. Maintenant, c'est le point sur lequel j'avais essayé d'insister un petit peu, c'est une question de territoire. La Hollande a des spécificités différentes de la France. Moi, je pense qu'on pourrait imaginer je pense que la gestion des eaux usées ou des eaux de pluie, l'imaginer en plastique recyclé pour pouvoir éviter des phénomènes d'inondation et relier ça vraiment à la conception de la ville, en se disant comment je conçois des planchers de parking de supermarché ou autour de l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de fluides qu'on doit traiter différemment. Il y a vraiment des idées différentes à regarder et l'infrastructure sera un lieu très important. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos 4 interventions, des présentations très claires, très intéressantes. Un élément qui revient et qui pour moi est clé, c'est l'élément prix. Pour pouvoir passer à grande échelle dans l'économie circulaire, c'est comment on fait en sorte que le prix soit attractif. Et on voit, vous avez relevé dans ce cas pratique, que ça coûte plus cher en fait, avec l'exemple de la main courante. C'est bien souvent le cas, le prix et puis aussi la contrainte réglementaire que vous avez mentionnée rapidement, avec des maximums de 5% dans la réglementation sur certains plastiques recyclés dans les pipes pour le bâtiment. Donc comment faire en sorte que, parce que c'est vraiment le prix qui permettra de passer à grande échelle, comment faire en sorte qu'on arrive à trouver des modèles économiquement viables alors qu'aujourd'hui, c'est plus cher encore de recycler que d'utiliser du neuf, quoi. Merci. Moi, d'abord, je pense qu'il y a une question d'échelle dans le réemploi. C'est vrai que même avec la maîtrise d'ouvrage de ce projet-là, qui est vraiment très porté sur tout ce qui est innovation en termes de développement durable, commence à se poser des questions sur l'idée du réemploi à l'échelle d'un bâtiment de 20 000 m² ou dans le tertiaire en règle générale. Donc je pense qu'il y a des exemples de réemploi qui fonctionnent très bien et qui ont des coûts un peu moins importants. Moi je pense particulièrement à tout ce qui est logement,
où justement on arrive à réemployer des matériaux déjà sur place, en réhabilitation en tous les cas, des matériaux qui sont déjà sur place, à les déposer proprement, à les stocker, à les reposer à la fin du projet. Là, généralement, ça coûte pas très cher, voire beaucoup moins cher que du neuf. Donc il y a cette question d'échelle, il y a cette question de typologie de bâtiments, où on veut utiliser du réemploi. Et puis il y a aussi, je pense, l'idée que pour l'instant, c'est tout nouveau. On vient de commencer, les filières n'existent pas encore. Donc je pense que tant qu'on n'a pas encore compris tous les mécanismes économiques, qu'il n'y a pas assez, on va dire, d'acteurs là qui sont intéressés par ce sujet-là. D'ailleurs, on le voyait quand justement le bureau d'études réemploi a commencé à essayer de trouver des maîtres d'ouvrage, des cureurs qui sont intéressés par le sujet. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient intéressés. Donc tant que aussi on n'a pas élargi le spectre sur des maîtres d'ouvrage, des cureurs, des démolisseurs, pardon, le prix restera toujours un peu plus élevé, en tous les cas à l'échelle de gros bâtiments. C'est mon analyse en tout cas. Après, je ne dis pas que c'est juste ou pas, mais c'est mon analyse. Alors moi, je me permets d'apporter une vision complémentaire. Ce qu'on fait, nous, en réemploi, c'est plus de l'ordre de l'aménagement d'un bâtiment. Et du coup, il y a beaucoup moins d'exigences réglementaires sur la structure, etc. Et du coup, là, il y a vraiment des opportunités à coût plus bas de pouvoir utiliser les gisements d'une déconstruction pour aller les réemployer dans d'autres. Alors, il y a peut-être moins d'exigences aussi en termes d'esthétique, en termes de technique. Donc, il y a des challenges dans certains secteurs du bâtiment qui sont peut-être moins lourds à porter que dans la construction neuve sur des chantiers comme ça. Donc, il ne faut pas non plus l'oublier. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, avec l'information, l'existence et le développement du digital, on arrive à créer on parlait tout à l'heure avec Simon des plateformes de réemploi sur Internet. Alors là encore, c'est potentiellement pour de la construction, mais ça permet d'échanger facilement et de favoriser les échanges, les flux, et ça, c'est des belles opportunités. Et à la fin, l'enjeu économique est tout de même porté par des enjeux réglementaires et fiscaux liés à la TGAP. Alors la TGAP, c'est la taxe qui est payée quand on envoie les déchets en enfouissement ou en zone de stockage. Voilà. Et donc tout le reste, recyclage, réemploi, etc., valorisation énergétique, va être regardé en comparatif avec je vais mettre ça dans une zone de stockage et je vais payer la TGAP. Donc tant que la TGAP reste basse, le comparatif est toujours potentiellement plus défavorable pour tout ce qui est recyclage, etc. Mais cette TGAP n'a pas vocation à rester basse très longtemps. Peut-être Claire pourra nous en dire un petit peu plus, mais il y a un enjeu fiscal et donc volontariste au niveau du gouvernement qui est très important, bien entendu, sur ces notions économiques. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il y a une dimension supplémentaire. C'est simplement on ne raisonne pas comme il faut raisonner. Aujourd'hui, je prends des exemples du réemploi. Si vous le raisonnez en réemploi avec l'économie sociale et solidaire, ça devient rentable parce qu'on l'a subventionné. Maintenant, est-ce qu'il faut mieux payer quelqu'un à ne rien faire ou à faire quelque chose d'inutile ou à le faire rentrer dans une boucle qui sera positive et pour l'environnement et pour la société. Et donc, il faut casser des silos, et des silos dans la manière de penser. Et là, il faut penser en transversal, il faut penser emploi, il faut penser environnement, et il faut penser économique en même temps. Si on ne le fait pas, on va dire, bon, c'est vrai qu'il faut augmenter la TGAP, pourquoi pas? Elle est passée à 140 livres la tonne en Angleterre. Ça a été très intéressant pour la Suède, qui a récupéré tous les déchets de l'Angleterre et qui a pu les incinérer. Ils ont payé pour être incinérés, donc ça fait la fortune de la Suède. Ça n'a pas augmenté d'une tonne le réemploi. Donc il faut le faire. Je ne suis pas du tout contre augmenter la TGAP, mais il faut le faire avec une réflexion de quel est notre objectif. S'amuser à recycler quelque chose si on ne l'utilise pas ensuite, ça ne sert à rien. Donc moi, il y a une dimension qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'il faut casser les silos aussi bien dans nos entreprises pour vous permettre, vous, d'avoir le bureau des matériaux, le bureau de l'ingénierie, tout le monde qui travaille ensemble pour penser différemment. Il faut le faire dans la puissance publique. Il faut au niveau de la puissance publique avoir des gens qui
en même temps réfléchissent à comment est-ce que je peux utiliser tel matériau chez moi plutôt que d'optimiser cette phase-là. Moi, je suis toujours frappée quand je discute avec les gens, quel que soit le domaine, de me rendre compte que les gens, ils pensent à leur petit domaine, ils ne regardent pas à droite et à gauche. Je pense qu'un projet comme celui de Simon, il ne fonctionne pas si en même temps, il ne réfléchit pas à ramasser des déchets pour en faire de l'essence et faire avancer son bateau. Et donc, moi, j'ai du mal à croire que la simple augmentation de la TGAP pourra faire changer le modèle économique. Pour moi, il faut vraiment une volonté politique comme on en a eu avec les énergies renouvelables. Quand on a voulu lancer les énergies renouvelables, on les paye tous sur nos feuilles d'électricité, voilà, on le pense. Peut-être que si on veut lancer cette nouvelle économie, la mettre à une dimension, il faut permettre des phénomènes d'amorçage du même type. Moi, ça reste un leitmotiv de l'association de ACR, c'est de dire, si on ne va pas dans cette direction-là et si on ne lance pas c'est ce qu'a fait d'une certaine façon quand même l'ADEME avec le dispositif de soutien d'hors place, puisque en fait ça revenait globalement à une subvention de 10% des projets qui étaient présentés. Mais là, c'était à une certaine échelle. Si on veut vraiment changer de modèle, il faut que ça soit un mouvement complet de société et qu'on accepte de se dire on cherche un retour sur investissement sur 15 ans ou 20 ans et pas simplement sur 5 ans comme n'importe quel capital risque. Voilà, c'est tout. Soit on est vraiment dans une vision de société, on en discutait un petit peu avec Simon avant, moi je pense que si on est vraiment dans une vision de société, il faut accepter qu'une vision de société, ça ne se fait pas en 5 ans, ça ne se fait pas dans un modèle économique complètement classique. Si on veut changer de modèle, il faut investir réellement et penser différemment. Penser différemment, c'est en transversal et c'est en plus long terme. Oui, c'est une question pour Simon. Déjà, je vous souhaite plein de réussite dans ce beau projet. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun brevet sur votre système et qu'avec 1 kilo de plastique, si je ne me trompe pas, on pouvait faire jusqu'à 1 kilo d'essence ou de diesel. J'imagine quand même qu'il y a des contraintes techniques. Si aujourd'hui, si aujourd'hui c'est pas déjà industrialisé ce truc-là, est-ce que je peux demander un petit peu plus comment ça marche et voilà, quelles en sont les limites peut-être? Merci. Ouais, en fait, avec 1 kilo, on fait 1 litre, donc c'est pas un rendement de 100%. Il y a forcément une perte. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et ça se fait à l'échelle industrielle. Mais c'est pas rentable. En tout cas, en Europe, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que si on additionne le coût de la logistique, de la collecte des déchets, le prix de ces installations qui sont très coûteuses, qui demandent beaucoup d'ingénieurs qualifiés, qu'on paye très cher. Et si on compare ça avec le prix du baril qui est bas, finalement, parce que c'est beaucoup de taxes, le prix du carburant, c'est pas rentable. Donc personne n'a trop envie de se lancer. Les usines, elles sont à l'arrêt aujourd'hui. La majorité des usines sont à l'arrêt. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça accessible à petite échelle et donc dans des modèles économiques un peu différents, plutôt dans les pays émergents où la main-d'œuvre est pas chère, où les déchets sont accessibles partout et où il y a déjà des réseaux de collecte. Donc il y a déjà des gens qui vivent de la collecte des déchets, alors pas dans des bonnes conditions. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, mais d'arriver à des modèles rentables parce que c'est le seul moyen pour que ces systèmes soient utilisés, il faut que ça soit rentable. Et donc c'est pas un procédé, c'est pas miracle, hein. C'est basique. Le plastique vient du pétrole. On fait le chemin inverse. C'est la dernière chose qu'on peut faire. C'est mieux que de le brûler, donc on le brûle pas, il n'y a pas de polluants, mais ça reste quand même la dernière étape. Malheureusement, on n'a pas pensé à l'économie circulaire et donc à la manière de réemployer ces déchets ou de les recycler. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités de plastique et on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, la chose qu'on fait, c'est qu'on les balance dans la nature. Au mieux, on les stocke sous terre. Parfois, ils sont brûlés. Mais bon, c'est vraiment une solution de transition. En attendant qu'il y ait plus de plastique dans la nature, plus de pétrole. Et donc, il y a encore quelques années devant nous. Ouais, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Sinon, pour conclure, on peut peut-être faire 1 ou 2 questions de conclusion. Alors, les questions assez larges, on les a déjà évoquées. Mais il y a peut-être des sujets que tu peux présenter, Simon, qu'on n'a pas encore évoqués pour que chaque intervenant puisse donner le mot de la fin, si ça vous va. Il n'y avait pas d'autres questions Parce que vous pouvez toujours en avoir entre-temps. J'avais vu une main qui se levait, mais non. Non, c'est vrai que on a vu des exemples avec Lila
notamment de projets de réemploi. On voit que c'est pas simple et qu'il y a encore beaucoup de freins. Alors peut-être que vous pouvez développer un peu les freins qui restent à lever pour qu'il y ait plus de réemploi, de recyclage de bâtiment à bâtiment directement. Donc vraiment cet exemple-là. Et puis les enjeux de traçabilité de ces matériaux et des plastiques. On parlait des normes. Forcément, si on vient récupérer un matériau dans un bâtiment ancien, il ne va pas être aux mêmes normes qu'actuel. Du coup, il y a aussi des enjeux comme ça. Donc peut-être que vous pouvez développer un peu si... Alors pour tout ce qui est problématique rencontrée, c'est souvent des problématiques de logistique, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, il faut penser au déplacement de ces matériaux-là, de ces gisements-là, au stockage de ces gisements-là. Sur ce projet, on a la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui a un parc immobilier énorme, donc qui a la possibilité de stocker les matériaux pendant la phase transitoire, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi le fait de la sensibilisation en fait, des acteurs, tout simplement du bâtiment, des maîtres d'ouvrage en particulier, qui, comme je le disais, sont peut-être pas encore tous sensibles à ce sujet-là du réemploi. Et puis, effectivement, il y a tout l'aspect technique, réglementaire, assurance. Alors, pour l'assurance, c'est vrai que c'est un sujet qui nous inquiétait énormément, mais finalement, on a vu qu'on arrivait à trouver une solution, puisqu'on a trouvé un assureur qui a accepté d'assurer tous ces matériaux de réemploi. Mais effectivement, on a toutes ces contraintes techniques, qui sont les tests de charge, de réaction au feu. Et puis bon, ça va aussi dépendre du matériau, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir forcément les mêmes contrôles ou tests à faire sur des dalles de faux plancher que sur une façade ou un isolant. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si on peut réutiliser des isolants, mais voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Après, pour la deuxième question, c'était par rapport à... Donc il y avait les contraintes. On parlait de la traçabilité aussi des matériaux. Alors pour la traçabilité des matériaux, alors c'est un sujet qui reste encore très compliqué parce que il faut savoir que par exemple quand vous mettez en œuvre des matériaux neufs dans un bâtiment, vous avez tout un dossier technique qui va accompagner ces matériaux-là, ce qu'on appelle un DOE. Et sur des matériaux réemployés, on n'a pas forcément de traçabilité. Donc, ce qui va servir de traçabilité, ça va être les tests qui vont être refaits. Donc voilà. Mais après, se pose aussi la question, par exemple, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est ce qui va justement nous servir à faire des analyses de cycle de vie pour avoir le poids carbone d'un bâtiment. Sur un matériau réemployé, là, on sait que, par exemple, comme je l'expliquais, pour le label bâtiment bas carbone, ces matériaux réemployés, ils ont un impact carbone de 0. Mais on ne sait pas comment, dans la future réglementation environnementale 2020, comment justement ces matériaux issus du réemploi vont être calculés par rapport à leur poids carbone. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose, qu'on est en train de se poser et auxquelles on apporte des réponses petit à petit, en fait, à force d'avoir des retours d'expérience et des maîtres d'ouvrage aussi qui vont au-devant des problématiques et qui nous demandent d'être de plus en plus performants. Voilà. Marie-Claire, vous avez envie d'ajouter un mot sur les freins pour le réemploi ? Alors, réemploi, non. Moi, je parlerai d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé ce soir. C'est la question des substances. Il y a de plus en plus de substances. Maintenant, vous savez qu'en Europe, on fête les 10 ans de REACH. Donc, on examine chacune des substances pour savoir leur dangerosité. Et quand on faisait des produits il y a 30 ou 50 ans, on ne connaissait pas le risque et on acceptait un certain nombre de choses. Le PVC, il y a 40 ans, le stabilisateur, c'est du cadmium. Jusqu'en 2015, c'était du plomb. Les deux sont interdits aujourd'hui. Tous les stocks historiques sont avec des substances qui sont théoriquement interdites. Il va falloir, à un moment ou à un autre, être réaliste. Est-ce qu'on veut faire de l'économie de ressources ou est-ce qu'on fait d'une économie ou de sécurité, les deux sont étudiés, ou comment est-ce qu'on arrive à gérer ces stocks historiques de manière intelligente et
et se dire, par exemple, sur la fenêtre en PVC, on le met en intérieur, on ne le met pas en extérieur, et puis voilà. On pense que d'ici 15 ans ou 20 ans, quand la fenêtre va être redémontée, on saura peut-être extraire le plomb ou le cadmium du PVC. Mais on a cette problématique qui joue dans énormément de dossiers, y compris dans le bâtiment, parce qu'il y a plusieurs substances un peu dans le bâtiment. Alors ça, c'est une note un peu négative. Moi, je voudrais dire, je rêve que dans les écoles de commerce, dans les écoles de design, on parle développement durable, on parle valorisation des produits de réemploi, on parle valorisation des produits recyclés, on parle valorisation, combinaison différentes, on casse un peu dans ces écoles-là la manière de le faire et qu'on sorte des sentiers battus. Ça, c'est pas très compliqué à faire, ça permettrait d'ouvrir des possibilités, qu'on mette en place une compréhension des autres domaines économiques. Moi, je parle beaucoup d'économie sociale et solidaire parce que pour moi, c'est une économie qui est extrêmement importante dans les territoires et tout ce dont on a parlé, c'est du territoire. Donc, il y a beaucoup de choses positives au-delà des freins. Mais dans les freins, il y a quand même, ce dont on vient de dire, il y a les substances et puis après, il y a tout le système des normes qui va falloir. Les normes ont été un outil économique, ils sont toujours un outil économique. Si vous dites dans votre norme, je veux qu'il y ait telle matière et qu'il y a vous qui la produisez, c'est très bien, hein, vous êtes très très bon. Mais ça ne permettra pas une économie circulaire. Donc de la même façon que les produits de Simon, ils sont en open source, il y a peut-être des choses à regarder au niveau des normes, au niveau des certifications, où on fait par fonctionnalité, par objectif, et pas simplement par description de la matière. Donc moi, je voudrais pouvoir rebondir sur ce que vous disiez, Claire, tout à l'heure, sur le changement de paradigme. Et je pense que comme on est dans un haut lieu de l'innovation ici dans le bâtiment, je pense que c'est l'occasion d'essayer de susciter des vocations. Le bâtiment, c'est un domaine dans lequel il y a eu énormément d'innovations technologiques et techniques. En ce moment, on parle beaucoup de maquettes numériques. Il y a dans la science des matériaux des choses extraordinaires qui se font. Mais moi, je trouve qu'il manque un peu d'innovation de marché, en fait, d'innovation qu'on voit dans notre vie de tous les jours, où les gens se parlent, font des choses entre eux. Et je pense que c'est pour ça que c'est vachement intéressant que des nouvelles idées émergent, qui sont issues éventuellement d'autres secteurs, qui pourraient être repris dans ce secteur-là, et après pour aller faire ce que vous appelez de vos voeux, Claire, changer de paradigme et avoir beaucoup d'innovation. Donc il ne faut pas hésiter. C'est certainement le bon moment. Nous, quand on a lancé EcoDrop, on n'était pas grand monde dans le monde du déchet. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu en train de bousculer un peu les conventions dans ce domaine-là. Les gens nous font confiance. L'ADEME nous soutient énormément. Nous, on a une belle subvention de l'ADEME au lancement. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de soutien à l'innovation en ce moment. La BPI, les gros acteurs qui font confiance, les gros groupes, donc là ici c'est Vinci, qui collaborent avec les petits, et on le voit dans la distribution, on le voit dans l'industrie, on le voit un peu dans tous les secteurs. Donc je pense qu'il se passe vraiment quelque chose en ce moment, et donc il y a besoin d'idées, et puis il y a besoin d'oser les lancer. Voilà. Donc et je pense que le moment est un peu opportun. C'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Et bravo d'avoir fait ce projet de réemploi dans un bâtiment neuf, parce que c'est un sacré challenge. Bon, merci. Je pense que on va être bon. Il y a encore une question. Oui, Claire, vous nous avez parlé par 2 fois d'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qui se fait actuellement et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Alors, en termes de réemploi et de réutilisation, il y a le groupe Envie qui existe depuis très très longtemps et qui faisait de réemploi, qui faisait de la récupération de matériel électrique, essentiellement au départ du gros électroménager, mais après ménager. Depuis les années, je crois que le premier a été créé en 85 à Strasbourg. L'idée était de manière très simplifiée, avec 3 machines, on récupère les bonnes parties, on en refait une, et puis le reste, on l'a trié, on l'a segmenté, on peut l'envoyer dans des filières de recyclage. Alors, je pense à un autre projet que j'ai trouvé très joli, qui est le projet de l'entreprise Verso, qui a imaginé des systèmes à côté des machines à café, où il y a un bac en carton
qui permet de séparer les différents types de gobelets. Donc, il utilise la logistique inversée pour pouvoir envoyer ces bacs. Une fois qu'ils sont pleins, il les récupère. Mais il y a deux types de gobelets. Il y a des gobelets en PS et puis il y a des gobelets, je crois, en PE ou en PP. Voilà. Donc, il faut les séparer parce qu'on peut les recycler en même temps. Donc, il va utiliser l'économie sociale et solidaire pour l'aider à séparer et pour gérer ces cartons, les fabriquer et les autres. Et en ayant un atelier d'économie sociale et solidaire, ça permet de rendre ce business model qui ne serait pas rentable autrement, rentable, et de pouvoir l'étendre. Donc je pense qu'il y a plusieurs endroits dans l'univers où on peut donner un vrai travail avec une valeur ajoutée, mais qui est un travail répétitif, sans forcément avoir une imagination. Moi, ça me frappe qu'il y a à peu près 100 ans, il y avait énormément de métiers en France qui étaient des métiers où on n'était pas censé sans arrêt être innovateur, performant, machin, et où on pouvait simplement faire bien ce qu'on faisait avec une grande régularité, parce que là, on a dans un certain nombre de domaines cette capacité de le faire, mais pas forcément uniquement dans les zones de tri où on sépare des choses entre elles qui peut n'être pas considérée forcément comme de la très forte valeur ajoutée. Donc moi, je fais beaucoup le lien avec l'économie sociale et solidaire parce que c'est une économie qui est aidée pour maintenir un emploi et redonner une qualité de vie et redonner un sens à la vie des gens. Pour moi, un travail, c'est une chose, et j'aime pas le mot travail parce que vous connaissez tous l'origine du mot travail, c'est la torture, donc j'aime pas du tout. Par contre, le mot emploi et donner la dignité à la personne parce qu'elle a un emploi me paraît extrêmement important. Et quand on peut redonner de la dignité par un travail qui en même temps va aider l'environnement et va aider l'économie, je trouve ça très beau. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question. Est-ce que le bateau est en plastique? Alors c'est pas un bateau qu'on va construire parce que l'objectif c'était vraiment de travailler sur les machines. Donc c'est un bateau qu'on va affréter. On n'a pas encore vraiment défini le bateau qu'on va récupérer, mais c'est un bateau qui ne va pas nous appartenir. Alors, je ne sais pas encore en quel matériau il sera. C'est aujourd'hui très compliqué de faire un bateau en matériaux recyclés ou biosourcés. Alors moi, je suggère de prendre une résine recyclable. Il y en a une qui est faite. Il y a déjà un bateau qui est parti comme ça. Il y a le bateau d'Arkema. Il faut rentrer en contact avec eux et leur redemander de rentrer et d'aller jusqu'au bout du projet là-dessus. Parce que la résine est recyclable dans ce cas-là. C'est la résine hélium d'Arkema. En fait, il n'y a pas vraiment de solution miracle aujourd'hui. Il y a plein de tests. Nous, on travaille dans les chantiers de Kéros, Roland Jourdain, qui travaille sur du biocomposite. Et tous ces nouveaux composites, et d'ailleurs le bateau, le prototype du bateau, on l'a construit avec des coques récupérées, donc c'est des coques d'un ancien catamaran de course. Le plancher, c'est du composite qui servait à faire les parois des camions frigo. La console du bateau est en plastique recyclé, donc là c'est des plaques, du plastique qui a été ramassé sur les côtes et transformé en plaques. Et le carénage du bateau est en biocomposite. Et c'est pas de la résine, cette fois c'est du PLA. Donc c'est du plastique biosourcé, voilà, ouais, c'est ça. Mais du coup, qui est assez compliqué aujourd'hui. Donc, c'est du lin, du PLA et du liège. Mais on se rend compte quand même qu'il n'y a pas de solution miracle et que ça reste beaucoup de communication. En général, ces types d'alternatives, aujourd'hui, il faut trouver encore des solutions. Mais on va dans le bon sens. Il faut surtout essayer d'éco-concevoir, parce qu'il faut se dire, à la fin de ce produit-là, qu'est-ce qui va devenir? Parce que si on fait quelque chose et on se dit, on ne sait pas comment on va le traiter à la fin, donc il y a toute la conception, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé là, mais c'est de se dire, comment je déconstruis. Le rêve, c'est dans un certain nombre de domaines, c'est de pouvoir avoir des colles qui ne collent pas, vous savez, comme sur le post-it. Parce qu'une fois vous avez une colle qui en même temps colle quand vous en avez besoin pour le post-it, puis quand vous avez envie de retirer la feuille, ça s'en va, c'est quand même vachement bien. Et si on pouvait le faire sur des tas de choses, ça permettrait de récupérer des matériaux, de trier et d'avoir beaucoup plus de réemploi et de réutilisation. Donc il y a une chose qui est le recyclage et une chose qui est le réemploi, mais le paradigme, changeant de paradigme, c'est éco-concevoir pour permettre de donner une autre vie et de pouvoir de récupérer à la fin de la vie. J'ai juste une question. Pendant très longtemps, on me disait matériaux recyclés, moins bonne qualité, moins durable. En fait, la question, c'est qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, matériaux recyclés, c'est vrai que si vous, par exemple, je prends les pare-chocs de voiture, ils sont en polypropylène, mais il y a à peu près 40 types de polypropylène différents dans un pare-choc. Vous les broyez tous ensemble, vous refaites un polypropylène. Le polypropylène moyen, il n'est pas super bon, parce qu'il a une valeur moyenne. Maintenant, si ce polypropylène, vous l'utilisez comme une ressource, comme une matière première, et que vous lui donnez un adjuvant, on peut l'appeler un booster, il peut avoir des propriétés encore plus intéressantes que le premier propylène. Donc, on doit changer de paradigme et se dire, je ne remplace pas mon matériau recyclé par un autre, comme c'est le cas du verre, le verre, voilà. Mais les parfumeurs ne vont pas utiliser du verre recyclé. Maintenant, ils commencent parce que c'est développement durable, mais au départ, ils ne l'utilisaient pas. Mais le plastique recyclé, par lui-même, aura des qualités inférieures parce qu'il aura forcément été pollué par des additifs, des charges et des choses comme ça, mais on peut lui en donner d'autres. Moi, je prends un autre exemple qui est celui du recyclage des huiles de moteur. Des huiles de moteur, aux États-Unis, il y a une firme qui récupère des huiles noires de moteur. Vous savez, quand vous faites votre vidange, vous récupérez des choses. Voilà. Ces huiles, elles sont hyper polluées et en fait, elles sont polluées en partie par des particules métalliques qui viennent du circuit qu'elles ont suivi. Eh bien, en fait, ces huiles-là, elles sont traitées et elles sont réutilisées comme huile pour les voitures de course parce que leurs adjuvants, de par leur pollution, leur donnent des fonctionnalités très supérieures. Moi, mon rêve, c'est que ça se soit dans plein d'endroits comme ça. Donc, on ne peut pas parler de... Si vous recyclez de l'aluminium, si vous n'avez aucun alliage avec, vous aurez un très bel aluminium. Mais dès que vous allez recycler et dès que vous allez mélanger quelque chose, vous avez forcément des propriétés dégradées. Et là, il faut beaucoup d'inventivité, d'innovation, on en parlait tout à l'heure, pour leur faire quelque chose. Donc, il y a la possibilité d'avoir des matériaux de très belle qualité. Moi, ça va être très rapide. C'était donc pour Monsieur Simon. Vous parliez donc de dalles de liège. Je ne sais pas si vous êtes au courant, comme quoi la maison Nicolas récupère dans chacun de leurs magasins les bouchons qui sont normalement jetés. En fait, ils refont des dalles et grâce aux produits de ça, ils en sont à 3000 hectares de replantés de chênes-lièges dans les Pyrénées. Et que dirons-nous là, je serais tentée de dire, il y a vraiment la boucle circulaire qui est faite à partir du moment où il y a 3000 hectares pour le moment de chênes-lièges, alors qu'en France, il n'y avait pas encore cette production-là et que tous les viticulteurs avaient des gros problèmes pour trouver des bouchons au point que certains s'étaient lancés dans les bouchons en plastique. Donc, vous voyez que... Ouais, très, très belle initiative. Bien, je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, merci à nos 4 intervenants, Simon, Claire, Marie et Lila. Et un grand merci à Léonard de nous avoir accueillis pour cette conférence. Et pour ceux qui le souhaitent et qui veulent continuer d'échanger, je propose d'aller autour du buffet et de continuer à parler de ces sujets passionnants et sur lesquels on a encore beaucoup à faire. Merci.